Le plus souvent, quand on parle de pirates, on a certaines idées en tête. Les cartes au trésor, les navires, ou même les bouteilles de rhum. Leurs histoires ont souvent été embellies par des jeux vidéo comme Sea of Thieves ou Skull and Bones, ou même des sagas comme Pirates des Caraïbes. Salut à tous, c'est Artegar, et cette semaine, je m'intéresse aux pirates. Ces différents symboles que j'ai évoqués en début de vidéo puisent leurs origines dans l'âge d'or de la piraterie. Il a commencé vers 1500 et a duré environ 300 ans. Les îles des Caraïbes et les côtes des Amériques étaient alors un grand carrefour commercial reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Les différents navires marchands qui transitaient par les Caraïbes ou les Amériques transportaient souvent des immenses richesses, que ce soit du sucre, du tabac, des esclaves ou même des métaux précieux. C'était alors des ressources indispensables pour les puissances coloniales actuelles, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Hollande et la France. Au XVIIIe siècle, ils étaient des milliers à terroriser ces navires marchands, semblant presque le plus souvent ressortir sans représailles. Avoir un langage fleuri fait aussi partie des mythes romantiques de la piraterie. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, certains pirates les plus célèbres étaient mandatés par des nations européennes. Aussi appelés corsaires, ces pirates recevaient des commissions gouvernementales pour s'emparer de navires navals ou commerciaux d'un état ennemi. Certains pirates comme l'explorateur Sir Francis Drake étaient considérés comme héros nationaux remplissant une tâche patriotique. Drake a pu mener à bien ses exploits car il reçut une lettre d'importance de la reine Elisabeth I en 1572 et qui lui permettait de piller les navires espagnols. Francis Drake est né en 1545 dans le Devonshire dans une famille protestante de 12 enfants. Son père était chapelain dans la marine et sa carrière de marin débute très tôt. Il embarquera alors dans un modeste navire marchand à l'âge de 12 ou 13 ans. À la mort du capitaine, il prendra alors la charge du navire, la Judith, et il a à peine 20 ans. En 1567, il part en expédition avec John Hawkins vers l'Afrique pour ramener des esclaves et les revendre dans le Nouveau Monde, ainsi que d'autres choses illicites. Malgré l'importance de leur flotte, ils seront coincés par les Espagnols vers les Antilles, mais ils réussiront à s'échapper de justesse. Entre 1570 et 1571, Drake et ses hommes pillent avec plus ou moins de succès les colonies espagnoles du Nouveau Monde. La renommée fait de lui un marin sûr et un guerrier intrépide. De 1577 à 1580, Drake est le premier anglais à parvenir à faire un tour du monde, et pour réaliser cette prouesse, il s'est emparé de cartes et de marins portugais. Durant son voyage, il en profite pour piller et attaquer des colonies espagnoles de la côte ouest des Amériques, du Chili et du Pérou. Il serait monté jusqu'à Vancouver, le long des côtes des Amériques du Nord, et il serait même rentré en possession d'un territoire juste aux abords de l'actuel San Francisco et qui porte aujourd'hui son nom, c'est la baie de Drake. Il finira son voyage en septembre 1580 et il reviendra avec un seul navire, le Golden Hind, et sera fait chevalier par la reine Elisabeth I en 1581. Drake conduira de nouvelles expéditions contre les colonies espagnoles et en 1585, une vingtaine de navires débarquent à Plymouth avec près de 2500 hommes. Il manquera de peu ce convoi d'or et ira piller les ports de Saint-Domingue, Carthagène et Sainte-Augustine. Pendant la préparation de l'Invincible Armada en 1587, Drake prendra par surprise le port de Cadix et s'emparera de l'or des Indes espagnoles. Action, à cette époque, hautement audacieuse. En 1588, rien ne va plus entre l'Espagne et l'Angleterre. Drake s'illustrera alors à la tête de plusieurs navires contre l'Invincible Armada et accompagné de plusieurs marins célèbres de l'époque. Il arrivera également à s'emparer d'un vaisseau amiral espagnol. La dysenterie le terrassera en 1596 alors qu'il était en train de piller les Antilles près de la ville de Hombre de Dios. Au XVIe siècle, les corsaires naviguaient généralement près de la côte de Barbarie en Afrique du Nord. Plus tard, le nom même de corsaire était assimilé aux pirates en général. Les boucaniers, eux, étaient des aventuriers installés sur l'île d'Hispaniola, qui aujourd'hui est divisée entre Haïti et la République dominicaine. Ils vivaient de la viande de bétail sauvage qu'ils conservaient à l'aide d'une méthode de fumage qui s'appelait le boucan. Au milieu du XVIIe siècle, ils décident de se lancer dans la piraterie, tout comme les flibustiers, qui est un mot dérivé du néerlandais fruitbuter, qui veut dire personne qui prend le butin librement. En 1713, un traité de paix est signé par les différentes nations rivales, lors de la succession d'Espagne. En conséquence, tous les marins de guerre ont été démobilisés et ont dû par la suite trouver du travail. Beaucoup d'entre eux ont jugé que la piraterie et l'indépendance qu'elle offrait étaient une belle reconversion. Les autres étaient pour la plupart des anciens marins qui avaient servi sur des navires marchands, et les maigres salaires et les conditions de vie à bord du navire les poussaient souvent à aller vers la piraterie. Les rangs des pirates ont été également gonflés par la capture des navires ennemis, et même si tous les équipages n'ont pas été forcés de choisir entre la mort ou la piraterie, la plupart ont fait la transition volontairement. Il y a eu également quelques femmes pirates célèbres, même si la plupart des pirates restaient de jeunes hommes. Au début du XVIIIe siècle, l'âge moyen d'un pirate est de 27 ans, soit le même âge que les marins pour les navires marchands ou de la marine britannique. Les équipages de pirates, du point de vue ethnique, étaient très variés. On pouvait avoir des Européens, des Africains ou des Amérindiens. Les hommes noirs, eux, considéraient la piraterie comme une alternative à l'esclavage. Les désirs de devenir pirates étaient souvent variés. Certains étaient des hommes libres, ou alors ils avaient réussi à fuir leur vie d'esclaves. D'autres étaient des anciens marins qui s'étaient sûrement rebellés, ou encore même ils avaient été capturés directement par des pirates. Ce mode de vie difficile exigeait une bonne santé, de la force physique et de l'endurance, ce qui faisait de la jeunesse un critère essentiel pour devenir pirate. Quasiment aucun des pirates connus n'était marié. La plupart des capitaines préféraient commander un équipage
mariage sans attache pour éviter les désertions pour raisons familiales ou romantiques, et on estime que seuls 4% des pirates étaient mariés. En moyenne, on dénombrait sur un navire pirate environ 80 hommes, ce qui était beaucoup plus qu'un navire marchand qui lui-même en comptait pas moins de 20. La piraterie n'est pas nécessairement un engagement à vie. Hormis pour ceux qui ont été capturés et exécutés, de nombreux pirates ont décidé d'attendre quelques années, histoire d'avoir assez d'or pour pouvoir vivre une vie plus calme et plus casanière. Après s'être arrêté pour des réparations au large du Cap Vert, le capitaine Johnson raconte comment un autre capitaine gallois a laissé derrière lui 5 membres d'équipage qui étaient tombés amoureux des femmes de la région. Des correspondances, des rapports coloniaux ou même encore des récits de captifs nous donnent beaucoup d'informations sur l'ère de la piraterie à cette époque. Les pirates prenaient le risque d'être grièvement blessés lors d'attaques contre d'autres navires, que ce soit un œil, un bras ou une jambe, c'était les parties du corps qu'on perdait le plus facilement lors de ces attaques. Cependant, les pirates avaient mis en place une sorte de mutuelle finalement, qui permettait aux pirates paralysés de pouvoir subvenir à leurs besoins. Les équipages visaient à capturer des navires plus gros, comme des navires à 3 mâts qui possédaient environ 30 canons. Et on dit que certains navires pirates avaient même des allures de navires de guerre. Le navire de Barbe Noire, le Queen's Revenge, transportait, dit-on, 40 canons, alors que le Royal Fortune, le navire de Bartholomew Roberts, dit-on en possédait 42 canons. Il ne fait aucun doute que sur un navire de pirates, on n'observe pas la même discipline que sur un navire de marchand ou un navire de la marine, notamment grâce à leur nombre élevé d'équipages, ce qui permet d'avoir des tâches mieux réparties et du coup d'avoir un peu plus de temps libre pour boire, jouer aux cartes ou même encore de jouer un instrument de musique. Des bagarres éclataient régulièrement, ce qui est assez logique dans un équipage uni par le désir de pillage plutôt que par la loyauté nationale. Les navires pirates n'étaient pas seulement des lieux de plaisir débridé. Pour entretenir le navire, il fallait organiser des tours de garde, gérer les provisions et s'organiser autour de tâches de navigation. Certains équipages, comme celui de Bart Roberts, avaient des codes de conduite bien plus stricts. Les combats, la consommation d'alcool ou encore les jeux étaient interdits sauf sur le pont. Et la part des hommes en provisions, vêtements et bien sûr la part du butin était assignée par avance. Les capitaines exerçaient une autorité absolue durant les attaques et de telles règles étaient établies à l'unanimité par l'équipage qui lui-même choisissait son capitaine à leur tour. On sait également que les navires pirates étaient le plus souvent méritocratiques. Les membres les plus qualifiés, ceux notamment qui avaient des connaissances nautiques ou assez de charisme pour maîtriser les rebelles sur le bateau, gravissaient rapidement les échelons, quel que soit leur rang social ou leur ethnie. La plupart des équipages de pirates étaient d'origine anglophone et le plus souvent nés dans les colonies du Nouveau Monde, que ce soit dans les Barbades, les Bahamas ou même la Jamaïque. Un nombre considérable de pirates était d'origine africaine. L'équipage de Barbe Noire était constitué à 60% d'hommes noirs et 2 navires dont les capitaines sont inconnus possédaient des équipages à 100% noirs. La piraterie a prospéré à des endroits où les équipages pouvaient se reposer et réparer leurs navires. C'est pourquoi les Caraïbes, avec leurs criques cachées ou encore leurs îles inhabitées, étaient le lieu de prédilection des pirates. De plus grandes cachettes ont pris racine dans des ports établis, et certains pirates venaient là-bas pour dépenser leur butin ou encore recruter des hommes, comme sur l'île de Tortuga. Plus tard, Tortuga laissera la place à Port-Royal, le port principal de la Jamaïque, et qui est décrite comme la ville la plus pécheresse au monde. Elle sera dévastée en 1692 par un tremblement de terre. Le principal centre de l'âge d'or de la piraterie était Nassau, aujourd'hui la capitale des Bahamas. Une puissante république pirate s'y installa grâce au butin de différents pirates, notamment les plus connus à ce moment-là. On a notamment Bartholomew Roberts ou Black Bart, Edward Teach, donc Barbe Noire et d'autres pirates connus. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de nombreux sièges de pirates ont été organisés autour des villes les plus riches. Portobello, Carthagène ou même la Havane se sont avérés être des cibles très attrayantes et sont tombés par la suite aux mains des pirates. Peu de navires osaient résister aux pirates. La plupart du temps, quand les pirates montaient à bord, c'était pour chercher les cargaisons ou encore les butins, et ils usaient d'intimidation pour pouvoir s'en emparer. Il existe également des rapports concernant des pirates extrêmement sadiques. Par exemple, le pirate Charles Vane qui prenait plaisir à torturer les marins. Le pirate Edward Law a assassiné 32 membres d'équipage après que ceux-ci aient jeté toute leur garnison par-dessus bord avant de se rendre. Les pirates étaient souvent heureux de tomber sur pas mal de richesses, que ce soit de l'or, des métaux précieux ou même de l'argent, mais ce n'était pas toujours un trésor que les pirates recherchaient. Le tabac, le sucre et le cacao étaient des produits très recherchés. Les marchandises étaient acheminées dans les ports et ensuite revendues à des marchands respectables des îles voisines. L'âge d'or de la piraterie a pris fin dans les années 1700, au moment où les nations européennes ont commencé à établir des lois anti-piraterie plus strictes, de relâcher plus de navires de guerre dans la région et d'offrir des récompenses à tous ceux qui dénonceraient des pirates. Au cours des années suivantes, les capitaines des boucaniers tombèrent un par un. Black Sam mourut dans un naufrage en 1717 et Black Bart a été tué dans le golfe de Guinée en 1722. Les récits de bravoure et de cruauté qui leur ont survécu perdurent aujourd'hui à travers la littérature et le cinéma. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche si ça vous fait plaisir. C'était Artegar et je me suis intéressé à la piraterie.